Bienvenue dans l'émission littéraire de Public Sénat. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Au Bonheur des livres. Vous le savez, chaque semaine, nous tentons de vous donner envie tout simplement de lire des livres, mais aussi de découvrir ou de mieux connaître leurs auteurs. Nos deux romancières aujourd'hui ne nous proposent pas seulement des récits, des enquêtes, mais des œuvres littéraires. Elles s'interrogent sur le combat des femmes, victimes invisibilisées des guerres, des exils ou simplement de la domination masculine quotidienne. Et elles font toutes deux parler, remonter leurs fantômes, les fantômes de leur famille et de leurs proches. Natacha Appanah, d'abord, nous propose La nuit au cœur chez Gallimard, livre âpre, dur, sur les féminicides, qui est d'ailleurs dans les sélections du prix Goncourt. Et puis Léonore de Récondo publie Marcher dans tes pas aux éditions de l'Iconoclaste. Léonore de Récondo, dans ce livre, vous mêlez la poésie au souvenir, on va en parler, et vous nous racontez la vie de votre grand-mère, Enriqueta, obligée de fuir en une nuit comme ça le Pays basque espagnol avec toute sa famille, et notamment votre père, qui est alors tout petit, quand les franquistes s'en prennent aux républicains en août 1936, enfin en 1936. C'est la mémoire de ces exilés, de ces femmes exilées que vous faites revivre. Vous, Natacha Appanah, vous êtes une écrivaine mauricienne, journaliste aussi, venue en France en 1998. Votre premier roman, Les Rochers de poudre d'or, sort en 2003 et vous avez notamment reçu le Féminin des lycéens en 2016 pour Tropique de la violence. Voici donc La nuit au cœur. Alors là, vous essayez de comprendre. C'est un livre vraiment bouleversant, dur, mais qui va vraiment creuser le réel. C'est évidemment ce qui nous intéresse. Comprendre cette violence masculine qui peut aller, c'est ce que vous décrivez, jusqu'au féminicide, c'est-à-dire jusqu'à la mort, avec 3 exemples de femmes victimes, dont une seule, j'allais dire, va en réchapper, et c'est vous-même, parmi ces 3 histoires. Je dirais, Natacha Appanah, que le point de départ de ce récit, du livre en tout cas, c'est cet acte barbare qui se déroule à Bordeaux, où vous habitez alors en 2021, la mort de Chahinez. C'est ça qui déclenche votre envie de parler de ce sujet? Oui, absolument. Je vivais à Bordeaux quand j'ai entendu le matin à la radio l'histoire d'une femme qui a été tuée par son mari en pleine rue de manière absolument barbare, horrible, comme une sorte d'exécution sur la voie publique. Et toute la journée de ce 5 mai, c'est le lendemain de sa mort, j'ai eu comme une sorte de confrontation intime avec moi-même, en me disant: «Mais qu'est-ce qui se passe en réalité? Comment ces choses-là sont possibles?» Et je me suis souvenue, je me rappelais encore d'elle, mais là de manière plus âpre, je me suis souvenue de l'histoire de ma cousine, Emma, qui a aussi Emma, subi la même chose. absolument, qui a été, écrasée par la voiture, conduite par son mari et laissée, sur la voie publique. Et j'ai dû, confronter à ce moment-là, envisager plutôt, l'écriture de ma propre histoire. Qui Heu, j'ai vécu avec un homme violent pendant plusieurs années. C'est ce que vous racontez. Alors arrêtons-nous un instant sur les 2 premiers cas, qui Oui, sont évidemment des drames. Chahinez, elle a 3 enfants, elle est remariée, elle vient d'Algérie, elle est remariée à MB, qui lui est maçon, et qui va, comme vous le dites, la poursuivre dans la nuit, parce que ce qui est le point commun, j'allais dire, c'est cette course dans la nuit de ces femmes qui est fauchée par la mort et la violence de leur conjoint. Et vous expliquez qu'il y a eu plusieurs tentatives de meurtre, des plaintes, mais que la police, au fond, n'a rien fait. C'est déjà un processus qui est à l'œuvre dans ce cas-là. C'est qu'il ne s'est absolument. rien passé. Bien sûr, pour Shahinez Daoud, elle donne l'alerte plusieurs fois. Elle va au commissariat, elle alerte sa famille, elle essaye de se protéger. Et il y a quelque chose là qui se passe entre le moment où la femme parle, là où la parole de la femme est dite dans les commissariats, dans les associations, et les dispositifs qui sont faits pour que cette parole-là soit prise en compte. On voit bien qu'il y a ici une sorte de flou. Je crois que c'est parce que ça concerne cette chose, vous savez, qui est l'intimité. Quand l'intimité, c'est l'amour, c'est le désir, mais c'est également le poison. Et avant, on appelait ça le crime passionnel. Bien sûr. Et Progressivement, les choses, oui, j'allais dire, je crois que tout le monde en est d'accord, les déclarations les plaintes, etc., les lieux où on peut déclarer, tout ça s'est un peu amélioré, j'allais dire, Dieu merci. Et peut-être que cette parole est mieux entendue. Je n'en suis pas sûre, parce que, hélas, il y a des exemples pratiquement tous les jours d'enquêtes qui n'ont pas été vraiment faites,
ou de plaintes qui n'ont pas été suivies des faits. Alors il y a Emma aussi, qui est donc votre cousine, et c'est la même chose. Elle, tout là, ça se passe à l'île Maurice, elle a 3 garçons, et elle part aussi souvent courir, et elle est évidemment tuée dans des conditions horribles, puisque ce RD, son mari, enfin, qui est chauffeur, va lui rouler dessus, et nous sommes en 2000. Et là aussi, vous menez l'enquête, parce que vous avez voulu comprendre, j'allais dire précisément dans ces cas-là, et vous allez voir la mère et le fils d'Emma, Oui. ils vous racontent, et même chose que pour Chahinez, à l'époque, la presse, notamment, a considéré que le mari était victime d'une femme volage. Oui, tout à fait. Ça s'appelle la co-responsabilité ou l'inversion de responsabilité, où finalement, celle qui est morte n'a plus voix, n'a plus de parole. Et donc, la parole qui reste, c'est la parole du meurtrier. Et lui, il déroule sa version des faits. Je savais très vite que ce serait aussi un livre sur le temps. Oui. C'est le temps du fait divers, le temps de Chahinez, qu'il fallait attendre qu'il se dégage de cette cacophonie. Et le temps d'Emma, qui était un temps complètement effacé, effacé par le chagrin, effacé aussi par la honte, parce que la famille a honte. Vous voyez, elle-même, elle était plus tard à son procès un peu... Voilà, vilipendée, sa réputation a été entachée et elle n'était plus là pour dire sa version. C'est une double peine, évidemment, qui touche ces victimes-là. Dans ces situations, je crois qu'il y a plusieurs façons de mourir pour ces femmes-là. Il y a une sorte de mort lente qui se passe au cours de la vie commune et il y a une mort intérieure, par effritement, une mort de son cœur, une mort de son désir, mais aussi une mort morale, psychologique. Et parfois une mort spirituelle aussi, parce qu'on n'a plus foi en grand-chose. Et c'est ce processus qu'on doit décrire et que vous décrivez très bien. Vous-même, vous êtes donc une de... Parce qu'au fond, ces 2 histoires vont vous permettre de mieux comprendre la vôtre. C'est ce qui s'est passé quand vous aviez 17 ans et que pendant plusieurs années, vous avez côtoyé, vous avez aimé d'ailleurs, un écrivain, un poète, que vous appelez H.C. dans le livre, donc d'ailleurs vous allez apprendre la mort un peu plus tard, mais bien plus tard, vous allez vous réussir à vous échapper. Est-ce que vous avez compris pourquoi, par quel miracle, j'allais dire, vous échappez à cette perversité ou à cette violence-là, vous arrivez à vous échapper à temps, j'allais dire. Je ne crois pas que j'ai compris. Je crois aussi qu'il y a quelque chose là de l'ordre de... On essaie trop d'expliquer, de comprendre ces hommes-là. Et moi, je voulais déplacer un peu par le langage, par la grammaire. Tout à l'heure, quand vous nous avez présenté, vous avez parlé de fantômes. Et j'avais l'impression vraiment que c'était une écriture de fantômes, une écriture sur ces 2 fantômes. Et mon propre fantôme de celle que j'ai été quand j'avais 17 ans et qui rêvait de plein de choses et qui a été un peu écarté. Je crois que ce livre, il est en deux écritures, l'écriture du réel, comme vous l'avez dit, de la quête, mais aussi le fantôme de l'écriture. Comment on écrit justement dans le sens le plus juste possible, ces histoires-là, ces mécanismes-là. Ces mécanismes-là. Et c'est ça, évidemment, qui est un mécanisme très complexe, que d'ailleurs, qui touche souvent des femmes, enfin, j'allais dire intelligentes, parce que je pense que l'emprise de pervers se fixe sur des femmes intelligentes, enfin, pas simplement des femmes qui ne peuvent pas réfléchir, mais qui réfléchissent au contraire, mais elles sont prises dans un engrenage de l'amour, bien sûr, puis de la jalousie de l'homme, de l'homme qui isole la femme des autres, et puis qui fait les premières menaces, les humiliations, peut-être les coups, et puis la culpabilité de la femme qui essaye de partir, mais qui revient parce qu'elle est coupable et qu'il y a quand même de l'amour au départ. C'est tout ce processus que vous décrivez bien et qui nous enferme, enfin qui enferme ces femmes. Oui, vous avez dit 2 choses, c'est l'aller-retour. Oui, je crois que l'aller-retour de l'amour, oui, du désir voilà. et à la fois de la culpabilité et de la violence, l'aller-retour du mouvement de la femme elle reste, elle part, mais pour partir, il faut être en sécurité. Il faut être sûr que l'homme ne va pas la retrouver. Et vous avez parlé de cercle. Je crois que voilà, le contrôle coercitif marche comme ça, en cercle. On enferme lentement la femme en l'isolant des siens, de ses amis, en l'isolant d'elle-même. On peut être isolé de soi-même, de ce qu'on a été, des rêves qu'on a eus. Et le livre aussi est écrit en spirale. Et je me souviens que les voisins immédiats de Chahinez m'avaient raconté
que son ex-mari la partait travailler et il revenait. Et je me disais qu'il y avait là cette chose qui est la peur qu'ils instaurent chez la femme. Ce n'est pas une peur qui revient, c'est une peur qui est là, tout le temps, comme un chien couché à ses pieds. Vous êtes sensible, Léonore? Enfin, est-ce qu'il y a eu des exemples autour de vous de femmes qui auraient subi ce genre d'emprise? Pas forcément jusqu'à la mort, évidemment, mais enfin, malheureusement, oui, j'allais dire, on est entouré de, oui, on en de entend, ces cas-là. Oui. Il y en a. Ce que je trouve formidable, c'est d'abord l'écriture les rend vivantes, c'est se souvenir d'elles, et c'est aussi le courage de Natacha Apana de s'emparer de sa propre voix pour parler de leur voix à elle. Donc ce sont évidemment des fantômes, mais qui sont là tellement présentes. Et ça, c'est très, très, très important aujourd'hui. Et l'écriture romanesque, elle permet ça aussi, de rendre vivant. Il y a les faits et puis il y a la littérature. Évidemment. Vous avez d'ailleurs passé plusieurs années finalement à écrire ce livre, Natacha Apana, on le comprend. Et donc il a fallu, pour que vous vous compreniez mieux, tout ce temps. Alors ça, je suis pas tellement d'accord. Pas mieux comprise d'ailleurs. Non, mais je crois que moi je suis comment dire, je suis un élève de la littérature, du romanesque, de l'imaginaire. Quand j'ai rencontré cet homme, j'avais 17 ans, mais j'écrivais déjà depuis mes 13 ans. La littérature représentait pour moi une autre manière de vivre, 1000 façons de vivre sa vie. Et quand j'ai pu me sortir de cette emprise, je n'ai eu de cesse de raconter d'autres vies, d'autres histoires que la mienne. Mais l'écriture du jeu, la littérature du jeu, n'est pas donnée. Ce n'est pas quelque chose qui est évidente parce qu'elle est réelle. C'est quelque chose à travailler également. Je crois que j'ai toujours une hypervigilance aux rapports humains, aux rapports inégaux entre êtres humains, à la manière dont l'homme a servi l'homme et à la violence. Alors, avec vous, Éléonore de Recondo, on va bien sûr continuer à parler de ces sujets. Nous partons aussi à la découverte d'une femme qui fuit, elle aussi, qui souffre de l'exil, du départ, de l'ailleurs. Je précise que, aussi, évidemment, au passage, Léonore, que vous êtes violoniste, tout en étant écrivain. Vous êtes née en France, mais qu'aujourd'hui, vous êtes franco-espagnol, on peut dire ça comme ça. Oui. Voilà, c'est d'ailleurs une des parties du livre importante. On va en reparler. Vous avez commencé à écrire en 2010. Il y a eu un très joli livre, notamment, bien sûr, sur le Gréco, dans la collection Manu au musée, mais aussi sur Venise et la Venise des violonistes, et notamment de Vivaldi. Alors, dans Marcher dans tes pas, ce nouveau livre, vous racontez l'histoire donc de cette grand-mère qui s'appelle Enriqueta, qui un jour d'août 1936 va devoir partir avec toute sa famille, mais très brutalement, comme ça dans la nuit, devant l'arrivée des franquistes. Elle fuit. C'est la guerre civile espagnole, bien sûr, et le drame commence. Est-ce que d'abord vous avez connu cette grand-mère? Oui, alors très très peu. Puisqu'elle est née en 1899. Il y avait un grand écart générationnel entre nous. Donc, je l'ai connue quand j'étais petite fille. On s'est un petit peu parlé, mais pas beaucoup, en tout cas pas assez pour que je puisse lui poser les questions qui, aujourd'hui, me taraudent. Alors, si vous avez voulu vous poser ces questions, et en tout cas enquêter, puis mieux comprendre et écrire sur ses origines, c'est qu'il y a quelque chose qui vous pousse à raconter. C'est une loi qui est prise en 2022, une loi espagnole qui permet donc aux descendants des républicains de demander la nationalité espagnole. Moi, ça m'avait complètement échappé. Je pensais que c'était naturel, mais non. Donc, vous décidez de faire ces démarches. Oui. Absolument, alors, parce qu'ils ont été déchus de leur nationalité. Ils deviennent apatrides à partir du moment où ils traversent cette frontière. Donc ce 18 août 1936, quand ma grand-mère part avec ses parents, ses frères et ses fils, dont mon père, ils traversent le petit pont international entre Irun et Hendaye, et là ils sont déchus de leur nationalité. Mon père va rester apatride 40 ans, mais quand moi je nais en 1976, il est déjà naturalisé français, donc je suis née d'un père français et d'une mère française, et sur le sol français. Donc cette loi est comme une sorte de main tendue vers moi, même si évidemment un siècle a passé depuis cette histoire de la guerre civile. Mais Franco est mort seulement en 1975, il y a eu 40 ans de dictature. Et donc je me lance dans cette démarche. Mais un des premiers papiers qu'on me demande, c'est un justificatif de l'exil. Et là, c'est un peu Kafka, voilà, parce qu'on vous demande des choses. L'administration vous pousse à dire « mais je n'ai pas de preuve de cet exil ». Exactement.
C'est une sorte de remise en question absolue de l'histoire qu'on m'a racontée, puisque je n'ai aucune preuve, sauf quelques photos. Ce qu'on m'en a raconté, en tout cas. Et puis surtout, je me dis, mais cette main tendue, donc ils perdent une guerre, ils sont déchus de leur nationalité, ils ont tout perdu. Et à la génération suivante, on dit, vous n'aurez pas un petit papier pour nous prouver que vous avez perdu cette guerre. C'est une absurdité. Ouais. Donc complète. La révolte devient un livre qui est une sorte de nécessité de raconter cette histoire et de dire, voilà, non, le 18 août, elle part et il se passe ceci, et donc petit à petit. Votre écriture va servir d'état civil et de papier officiel d'une certaine façon, et vous allez d'ailleurs obtenir cette nationalité. On le précise. Alors, il faut préciser aussi, Léonore de Recondo, qu'il y a donc dans ce texte de longs passages poétiques. D'abord, qu'est-ce qui vous a amené à la poésie et pourquoi vous vous adressez à cette grand-mère ou à cette famille sous cette forme-là? Alors, la question qui m'était posée, en fait, j'ai trouvé par rapport de l'administration espagnole, c'était la question de la vérité. Qu'est-ce que la vérité d'une histoire familiale? Et évidemment, c'est extrêmement complexe. La vérité, elle est protéiforme pour chacun de nous, déjà, et puis peut-être pour moi encore plus, qui ne connaissait pas les lieux, qui ne parlait pas le basque. Il y a beaucoup de choses qui ont fait que ce paradis interdit, je ne l'ai pas vu, enfant. Donc je l'ai réinventé. Et à travers la littérature, je le fais, avec ce tu de ma grand-mère qui traverse le pont. Et il m'a fallu d'autres formes narratives, une prose plus classique, disons, qui est celle de ma démarche administrative, et puis le jeu poétique, qui est celui du jeu dont parlait Natacha tout à l'heure, qui est un jeu plein de voix, et qui est le jeu de ma grand-mère, mais qui est aussi un jeu plus universel de celles invisibilisées dans les guerres, qui vont, à leur manière, combattre, résister. Et aussi parce que je crois que la poésie, c'est quand même le centre de la littérature, le cœur battant, essentiel de ce qu'on a à dire. C'est dans son essence la plus pure. Oui, et c'est ce qui fait le lien entre, notamment, vos deux livres. C'est cette recherche de l'écriture littéraire, qu'elle soit sous forme poétique ou pas. Et c'est ça qui est évidemment tout à fait passionnant. Alors, vous donnez la parole à ces femmes victimes des combats anciens, mais elles pourraient être aussi victimes des combats actuels et des conflits actuels et des exodes et des exils, comme une histoire qui se répète. Et c'est ça qui est évidemment touchant et qui nous ramène aussi au livre de Natacha. Oui, c'est-à-dire on ne peut pas ne pas être traversé par ce qui se passe. C'est-à-dire le monde aujourd'hui, quand même, la résonance des années 30 avec nos années 20 est très, très, très forte. Et c'est aussi pour ça que j'ai pris cette main tendue du pays espagnol qui veut se réconcilier, parce qu'il y a tellement de frontières qui se ferment, il y a tellement de haine, et on voit tellement à nouveau ces exils et ces histoires qui se répètent incessamment de femmes partant avec leurs enfants, qui m'a semblé nécessaire pour moi aujourd'hui de parler de ça avec les résonances que ça a, évidemment, aujourd'hui. Et on voit souvent dans ces conflits, quels qu'ils soient, malheureusement, dans tous les coins du globe, que les femmes, les enfants, enfin les femmes sont... on les oublie d'ailleurs, parce qu'on n'en parle pas forcément. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Natacha. Oui, mais elles sont dépositaires des histoires. Elles racontent, comme tu dis, comme les histoires qu'on m'a racontées et les questions que tu aurais voulu poser à cette grand-mère-là. Et c'est aussi une écriture du silence et de l'absence que moi je trouve très belle, très réussie. J'aime beaucoup quand tu parles de la poésie, parce que je trouve que la poésie est une sorte de l'essence même de ce que nous voulons faire. Pas la justesse, pas la vérité, mais là où il y a le plus de parfum de la langue. Oui, et puis l'évocation, c'est le lieu aussi du surgissement. La poésie, et quand on est dans des faits qui sont si durs, ou quand c'est vraiment l'histoire factuelle, la poésie, elle aide aussi à la distance et puis à l'universel, à ce qui se répète. À ne pas être écrasé par, oui, bien sûr, par la réalité. Est-ce que vous étiez lectrice, par exemple, de poésie particulièrement, ou il faut se lancer quand même dans ces pages Oui, et en même temps, je dois dire que c'est venu, cette forme s'est imposée à moi. Oui. Je ne me suis pas dit, en démarrant le livre, je vais écrire de la poésie. Les poésies sont vraiment advenues. Ça s'intercalait. Ça s'intercalait parce que c'était une sorte de respiration ou d'autres points de vue.
aussi parce que cet exil a toujours été mis en résonance par mon père avec l'assassinat de García Lorca la même nuit que leur départ. Oui. Ah, et donc, l'hommage au poète et l'hommage à la poésie assassinée par la dictature était quand même aussi au cœur de ce livre. Une nécessité. Oui. Est-ce que pour vous, Natacha Apana, après ce livre, enfin, vous avez eu des témoignages de femmes qui vous ont dit « mais ça nous a aidés, on se retrouve » ou en tout cas, on a mieux compris ce qui s'était passé pour moi ou pour... J'imagine que vous êtes inondée. Oui, j'ai beaucoup de témoignages, mais qui restent d'une grande dignité et d'une grande pudeur. Je crois que il y a peut-être par la voix de l'écrivain dans le livre, comme tu parles, c'est une voix qui est parfois à côté, parfois à l'intérieur, parfois en dessous, parfois une voix rêvée. Et moi, j'ai des paroles extrêmement fortes, mais très, très dignes. Très, très dignes. On ne me parle pas de comprendre, mais on me dit « je sais ». Et dans ce « je sais », où j'ai vécu cela, j'ai l'impression de voir tellement de choses, une complexité, des nuances tellement larges. Donc, mais on n'est qu'au début. Bien sûr, on n'est qu'au début. On comprend, et en ayant lu déjà aussi de vos livres précédents, Léonore de Recondo, qu'il y a cet attachement viscéral chez vous pour l'Espagne, quoi qu'il arrive, et sa culture. Vous parliez de Federico García Lorca, vous avez écrit aussi un livre sur le Gréco, je le disais. Il y a un livre sur Goya, un petit livre là qui sort aussi. Qu'est-ce que c'est que ce pays pour vous? Oui, c'est un pays rêvé. Oui. C'est un pays rêvé, c'est c'est un pays où je peux retourner maintenant en étant chez moi et en étant aussi étrangère. C'est le pays où je choisis d'aller. C'est le pays qui a été interdit pendant longtemps et où je peux retourner avec joie. C'est un pays où il y a beaucoup de joie pour moi. Mais quand vous étiez plus petite et que votre père était bien sûr en France, on ne vous avait pas emmené dans ce Pays basque espagnol? Non. Non, lui, donc ma grand-mère a fini ses jours après la mort de Franco au Pays Basque, à Saint-Sébastien. Oui. Et puis entre eux, il y avait cette langue maternelle, ce basque qui m'échappait et qui était là aussi une sorte de territoire impossible. Et tout d'un coup, mon père se métamorphosait quand il parlait avec sa mère. Je ne le reconnaissais plus. Oui. Donc il y a aussi ça, aller en Espagne, aller au Pays Basque, c'est tourner autour d'un pays et y revenir et découvrir quelque chose de moi, mais oui, c'est dans la joie, il n'y a pas d'amertume. C'est pour ça que avoir ce passeport, c'est comme si tout d'un coup, on voyait qui je suis vraiment. C'est au vu et au su des autres d'avoir cette double nationalité. Puis je trouve que d'être binational aujourd'hui, c'est bien. C'est vrai, c'est évidemment symboliquement très fort dans ces mondes fracturés. Pour vous, Natacha Apana, je le disais, vous avez quitté l'île Maurice en 1998. J'imagine que bien sûr vous avez gardé des liens, on voit votre cousine, etc. Et ce qui est évidemment triste et terrible dans ce que vous décrivez, c'est qu'au fond, ces phénomènes-là touchent évidemment tous les pays. Chahinez vient d'Algérie, Emma, elle vit à l'île Maurice, vous y viviez à ce moment-là. Ce n'est pas l'apanage de certaines civilisations ou de certaines... Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Je ne sais pas si c'est l'apanage de quelque chose. Non, pas du tout. Je crois qu'à l'heure où nous parlons, il y a eu en France hexagonale 56 femmes tuées par leur ex ou par leur compagnon. Et ça, je crois justement qu'à partir du moment où on commence à expliquer où, chez la femme, il y a cette faille-là, je crois qu'on se trompe de chemin. Ah oui. Ce n'est pas là que la faille se situe. Exactement. Ce n'est pas là. Ce n'est pas l'origine, ce n'est pas la couleur, ce n'est pas l'éducation, comme vous le disiez tout à l'heure. Ce n'est pas non plus une culture. Souvent, on tend, ah oui, mais c'est une façon de vivre. Mais pas du tout. Non, la peur, ce n'est pas une façon de vivre. Oui, bien sûr. Et on voit bien d'ailleurs que tous les trois couples dans lesquels nous pénétrons, il y a des modes de vie assez différents. Enfin, il y a bien sûr, tout le monde travaille, tout le monde est éduqué, tout le monde lit. Donc ce n'est pas du tout quelque chose qui serait réservé, vous voyez, qui serait eux et nous.
et quelque chose qu'on regarderait comme on regarderait quelque chose derrière une vitre. Non, pas du tout. Est-ce que vous auriez écrit ces 2 livres? Oui, sans doute, bien sûr, mais moins facilement ou peut-être avec moins ça aurait été moins évident dans une période où on n'aurait pas, comme aujourd'hui, depuis maintenant une dizaine d'années, parlé vraiment de ces sujets de violences faites aux femmes ou... Non, c'était une chose que vous deviez écrire. Il se trouve que c'est un thème qui nous saisit, mais... Oui, je n'ai jamais abordé l'écriture de mes livres en me disant que c'est un sujet ou c'est un thème. Le militantisme. Bien sûr, parce que la question essentielle, je pense pour Léonore aussi, c'est la question de la langue. C'est la question du langage. Et je me suis tout de suite posé cette question-là. Quel est le langage pour cela? Quelle est la bonne distance aussi avec ce livre-là? Vous savez, quand Chahinez est morte, ce mot féminicide, il était cacophonique. Oui. On le prenait pour... on y mettait tant de choses. Et c'est aujourd'hui qu'on arrive à faire la nuance entre plusieurs types de féminicide. Donc oui, peut-être que c'est un texte qui serait venu, ou peut-être pas. On ne peut pas savoir. Oui. Enfin, il est venu, et aussi votre expérience propre qui est décrite ici. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues nous voir. Ça nous a fait... D'abord, ce sont des livres tout à fait bouleversants et importants. Natacha Apana, c'est La nuit au cœur, chez Gallimard. Et puis Léonore de Recondo, c'est Marcher dans tes pas aux éditions de l'Iconoclaste. Alors, pour terminer cette émission, quelques petits coups de cœur. On reste sur votre thème, chère Léonore, puisque un grand écrivain espagnol que vous devez connaître, Antonio Muñoz Molina, Je ne te verrai pas mourir. Évidemment, il revient sur les blessures jamais refermées de cette guerre civile à laquelle vous faites allusion. Et puis, un petit mot de Marie Darrieussecq, parce que nous l'avions reçu, puisque Fabriquer une femme sort en folio. Et puis pour ma part, je voudrais citer Véronique Olmy, que j'aime beaucoup comme auteur et écrivain. Et alors là, elle qui revient tout simplement sur une enfance catholique, mais alors vraiment dans une atmosphère de pratiques religieuses poussées, avec les notions de péché, de rédemption, de virginité, de châtiment, entre prosélytisme et le pardon, le fanatisme et l'humilité. Mais enfin, elle va s'en affranchir un peu après. Voilà, c'est ce qu'elle écrit, ça s'appelle Une enfance catholique. Voilà. Merci beaucoup. Merci d'être venu et d'avoir parlé avec autant de sincérité, de fluidité. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Bonheur des livres. À vite.